Que se passe-t-il entre l'Iran et les États-Unis? La situation devient très critique en Asie occidentale parce que l'Arabie saoudite, d'une certaine manière, fait monter la tension ou ouvre de nouveaux fronts. Ils ont commencé les attaques contre le Yémen. Ensuite, on a vu les attaques contre l'Irak avec les États-Unis. Et hier, il y a eu des funérailles en Irak pour les personnes assassinées dans ces attaques. Donald Trump a dit qu'il coordonnait l'attaque avec le Premier ministre irakien, ce qui l'a placé dans une position fragile. Après tout, vous savez, il s'est rendu aux États-Unis, et pour la première fois, il y a eu une attaque iranienne contre la Jordanie sans qu'elle ait été attaquée. L'Iran attaque la Jordanie et en même temps le Kurdistan irakien. C'est ce qui se passe. Puis les États-Unis ont répondu la nuit dernière. Ils ont attaqué le sud de l'Iran. Ils ont utilisé des HIMARS pour attaquer l'ouest de l'Iran, la province du Khuzistan. Mais je dirais que la plupart de ces frappes ont été menées avec des HIMARS dans l'ouest de l'Iran. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et quand vous regardez la situation, la manière dont vous voyez la guerre, que pensez-vous du conflit? J'ai perdu votre image, Alex. Oui, vous êtes de retour. C'est mon téléphone, désolé. Comment évaluez-vous la situation actuelle en Asie occidentale? D'une certaine manière, la guerre s'étend. Je pense, Nima, que je vais peut-être me répéter, mais la logique de ce conflit est telle que l'Iran a toutes les raisons d'aller de l'avant vers une victoire militaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie expulser les États-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés de la région, et probablement écarter Israël de la région. Et je pense qu'à ce stade, de nombreuses voix en Iran l'affirment explicitement. Ils ont l'avantage. Je pense que les Iraniens doivent revenir aux négociations parce qu'ils ont besoin du soutien et de l'alliance d'autres pays, comme le Pakistan, la Chine, la Russie et ainsi de suite. Et tous ces pays, je pense, redoutent la déstabilisation économique qui va résulter de ce conflit. Mais d'un point de vue strictement militaire et stratégique, l'Iran a l'avantage. Et je pense qu'en poursuivant chaque jour l'option militaire, ils infligent à l'alliance américano-britannico-israélienne des dégâts dont il leur sera très difficile de se remettre. Il faut se rappeler qu'il y a un aspect logistique à tout cela. Donc chaque équipement, chaque installation que les Israéliens ou les Américains font exploser, bon, d'accord. Les Israéliens ne participent apparemment plus maintenant, sauf que peut-être que si. Chaque équipement ou installation qu'ils détruisent en Iran, les Iraniens peuvent s'en remettre relativement facilement. Vous savez, ils peuvent le réparer, le reconstruire, le remplacer par d'autres installations et d'autres armes. Tout ce que les Iraniens détruisent dans la région, des navires américains, des avions ou des stations radars sur leur base, est difficile à remplacer pour les Américains parce qu'ils sont de l'autre côté de la planète. Vous savez, leurs lignes d'approvisionnement s'étendent sur des milliers de kilomètres. Et tout ce qui doit être remplacé doit être acheminé depuis les États-Unis ou l'Europe occidentale. Les Iraniens ont donc l'avantage du front intérieur. Et ils ont très certainement la domination en matière d'escalade. De ce point de vue, ils gaspilleraient vraiment une occasion historique s'ils n'en tiraient pas le plus grand avantage possible. Et puis, vous savez, de temps en temps, il y aura des discussions sous médiation. Mais je pense que les Iraniens savent très bien, désormais, que même si Donald Trump signe un accord noir sur blanc et en public, cet accord ne vaut pas l'encre qu'il utilise pour le signer. Les Américains l'ont prouvé encore et encore. Pas seulement avec les Iraniens, mais aussi en négociant Minsk I avec les Russes, puis Minsk II, ou encore l'engagement à ne pas étendre l'OTAN vers l'Est.
S'ils ont été capables d'agir avec autant de désinvolture envers la Russie, qui est une superpuissance nucléaire, qu'est-ce qui pourrait faire croire à qui que ce soit qu'ils respecteraient leurs paroles et leurs engagements envers l'Iran? Je pense donc que les Iraniens le comprennent parfaitement. J'imagine que les Saoudiens le comprennent aussi, et que les royaumes du Golfe le savent également. Donc c'est pour ça que je regarde cette escalade. Les Saoudiens attaquent le Yémen, puis ils attaquent l'Irak. Et je me demande si les Saoudiens sont seulement au courant ou s'il ne s'agit pas plutôt d'opérations sous fausse bannière israélo-américano-britannique, ensuite attribuées aux Saoudiens, afin d'empêcher tout règlement pacifique entre l'Iran et les autres royaumes du Golfe. Parce que du point de vue de l'Iran, il vaut mieux ne pas combattre tout le monde en même temps. Donc, s'ils peuvent entretenir une relation constructive avec les Saoudiens et leur dire « Très bien, nous savons que vous êtes pris au piège. Nous savons que vous ne pouvez pas expulser les Américains ou les Britanniques de vos bases militaires. Nous frapperons leurs bases, mais nous essaierons d'éviter d'endommager vos installations énergétiques, vos infrastructures, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il est dans l'intérêt des Américains et des Israéliens d'unir toute la région contre l'Iran. Donc, pour faire en sorte que les Saoudiens n'aient pas d'autre choix que de faire la guerre aux côtés des États-Unis contre l'Iran. Je me demande donc qui a pris ces décisions absurdes d'attaquer le Yémen. Parce que c'est tout simplement, premièrement, c'était totalement inutile. Le bombardement de Sanaa était totalement inutile. Je ne vois pas quel objectif ça pouvait atteindre. Ils étaient censés renforcer leur embargo aérien et maritime sur le Yémen. Mais à quoi bon? C'était un avion iranien qui était venu là pour une occasion particulière. Donc je suis très méfiant à ce sujet, parce qu'il semble incroyablement stupide de faire ça. Et puis bien sûr, les Yéménites, qui ont un énorme grief contre les Saoudiens, parce que l'Arabie saoudite a mené contre le Yémen une guerre extrêmement brutale, extrêmement impitoyable, pendant 7 ans, entre 2015 et 2022. Cette guerre a pris fin de fait, mais elle n'a jamais pris fin officiellement. Il n'y a pas eu, vous savez, de paix signée. Pas de traité de paix, pas de trêve, rien de tout ça. Donc à ce moment-là, ils ont simplement donné aux Yéménites le feu vert pour riposter, infliger de très lourds dégâts aux Saoudiens et ouvrir un tout nouveau front de guerre. Les Saoudiens n'ont pas la capacité de mener une guerre sur un front, encore moins sur 2. Ils ont essayé de détruire Ansar Allah pendant 7 ans. Ils ont mené 25 000 raids de bombardement. Ils ont imposé un embargo aérien, un embargo maritime, ce qui a entraîné, toute la guerre a fait près de 400 000 victimes. Mais 60% d'entre elles étaient dues à l'embargo, à la famine et aux maladies. Et malgré cela, ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs stratégiques. Alors pourquoi commenceraient-ils cela maintenant, alors qu'ils savent qu'Ansar Allah a non seulement survécu à la guerre de 2015 à 2022, mais qu'il est aujourd'hui bien plus puissant qu'au moment où les Saoudiens l'attaquaient. Et ils savent que la première chose qu'Ansar Allah fera, ce sera de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, et de fait, de réduire à 0 les exportations pétrolières saoudiennes. Il leur reste la route de Suez. Mais vous savez, le canal de Suez ne permet pas le passage de très grands pétroliers transportant du brut. Il y a ce qu'on appelle les navires Suezmax, qui font, je crois, environ la moitié de la taille d'un très grand pétrolier. Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'à 150 000 tonnes, si je ne me trompe pas. Mais ne me citez pas là-dessus. Donc c'était une chose extraordinairement stupide à faire. Toutes leurs installations, toutes leurs infrastructures pétrolières, leurs pipelines, sont à portée des drones et des missiles Houthi.
Honnêtement, je soupçonne que les Saoudiens ont été tenus à l'écart et que ces bombardements ont été décidés par, je ne sais pas, le CENTCOM, le Mossad, le MI6, qui sait. Ils ont été menés depuis l'Arabie saoudite. Peut-être que des responsables saoudiens ont appuyé sur le bouton, mais ils n'ont pas. Si c'est MBS qui donne les ordres, ça me surprendrait, parce que c'est tout simplement trop suicidaire comme mission. Oui. Quand ils ont dit que les États-Unis, avec l'Arabie saoudite, avaient attaqué l'Irak, j'ai eu des doutes sur le fait que les États-Unis puissent faire ça avec l'Arabie saoudite. C'est difficile, vous savez, de faire une chose pareille, parce qu'il faut s'entraîner, il faut se préparer avant. Ce n'est pas simplement sortir et dire « Allez, Alex, toi tu prends ta voiture, moi je prends la mienne ». C'est pas comme ça. C'est une opération. Ce n'est pas... C'est pour ça que je suis si... Je ne sais pas si toute l'Arabie saoudite est allée attaquer l'Irak, ou si les États-Unis l'ont fait sans l'Arabie saoudite. Je m'y attendais, Nima, et je déteste le fait que le Royaume-Uni ne reçoive jamais même une mention honorable dans toutes ses analyses. Pourtant, les Britanniques jouent un rôle très très important, non seulement en Israël, mais aussi en Arabie saoudite. Et les Britanniques ont été les principaux facilitateurs de la guerre saoudienne contre le Yémen de 2015 à 2022. Ils ont été le principal moteur, ainsi que le principal facilitateur et soutien avec, comment dit-on, des pièces détachées, des armements et l'entretien des avions saoudiens. Je pense que l'entreprise BAE, la British Aerospace Company, le sous-traitant militaro-industriel, comptait quelque chose comme 6000 mécaniciens et ingénieurs en Arabie saoudite pendant cette guerre afin de soutenir l'effort saoudien. Et sans eux, les Saoudiens ne pourraient pas poursuivre cette guerre ne serait-ce que quelques semaines. Parce que vous savez, tout cet équipement militaire exige une maintenance assez lourde, et beaucoup de haine se dirige contre les États-Unis et Trump, mais ils ne sont que des rouages de cette machine. Les Britanniques, eux aussi, sont très très impliqués. Ils le gardent simplement discret, et les médias ne les mentionnent jamais, pas plus que la plupart des analystes militaires et stratégiques. Mais ils sont là. Donc ces décisions auraient pu être prises par les Américains. Elles auraient pu être prises par les Britanniques. Cela aurait pu être pris par des éléments du CENTCOM liés à la CIA et à, comment ça s'appelle, au MI6 et au Mossad. N'a-t-on pas appris tout récemment qu'une personnalité israélienne importante aux États-Unis, dont le nom m'échappe là, était presque en contact quotidien avec le général Cooper, qui dirige le CENTCOM? Alors vous savez, les gros titres diront « Oh, ce sont les Saoudiens qui ont fait ça ». Peut-être que ce n'était pas exactement les Saoudiens. Ou peut-être que vous savez, il nous faut des précisions. Quels Saoudiens, exactement, et comment ont-ils pris cette décision? Est-ce que MBS était dans la boucle? Comment tout cela s'est-il passé? Exactement. Encore une fois, vous savez, l'analyse coût-bénéfice du point de vue de MBS, de l'Arabie saoudite en tant que royaume, penche tellement du côté du risque que je soupçonne qu'il s'agit d'une forme de fausse opération sous pavillon et que les décisions ont été prises ailleurs. Oui, je suppose qu'il se passe quelque chose en coulisses dont nous ne savons rien. Vous avez évoqué l'importance de la communication entre l'Iran et les autres pays du CCG. Et nous savons qu'hier, après plus de 3 semaines, le premier navire qatari de GNL a traversé le détroit d'Ormuz en empruntant la route iranienne, du côté iranien, parce que la route du Sud ne fonctionne pas. Cela veut dire qu'ils communiquent, qu'ils se parlent, au moins l'Iran et le Qatar. C'est ce qui se passe. Et le problème, Alex, c'est que la guerre est en quelque sorte en train de s'étendre. Et je ne vois rien de positif là-dedans pour les États-Unis. Par exemple, s'ils manquent de munitions, s'ils manquent d'intercepteurs, pourquoi ont-ils besoin d'étendre la guerre?
Et avec ce concept, il me semble que vous avez mentionné la Russie et l'Iran. Ces deux pays sont dans une... La Russie est engagée dans cette guerre depuis plus de 4 ans. En février prochain, cela fera 5 ans de guerre en Ukraine, une guerre d'usure. Ce n'est pas nouveau pour la Russie. La Russie connaît, vous savez, la réalité de cette guerre. Et l'Iran est en train de l'apprendre, à mon avis. Vous avez évoqué la nécessité de négocier avec les États-Unis. Mais comment est-ce possible? La Russie a essayé encore et encore, avec les deux administrations, l'administration Biden et aujourd'hui l'administration Trump, qui était censée mettre fin à la guerre en 24 heures. Cela ne s'est pas produit. Et je pense que l'Iran est sur la même voie. Avec le temps, ils vont apprendre qu'il est impossible de discuter avec l'administration Trump. Eh bien, ce n'est pas impossible, Nima, mais je pense que c'est inutile si l'objectif est d'obtenir un avantage direct, un engagement de désescalade ou quoi que ce soit de ce genre. Cela dit, je pense qu'il est toujours utile de parler avec l'autre camp, parce qu'on peut toujours échanger des informations. On peut toujours éviter des escalades involontaires qui pourraient se produire à cause d'un malentendu ou simplement d'erreur. Par exemple, quand quelqu'un tire avec une arme parce qu'il a peut-être vu quelque chose sur le radar, alors qu'en réalité, ce n'était rien. Et puis vous savez, à long terme, on veut toujours avoir des interlocuteurs avec qui on peut trouver un terrain d'entente, avec qui on peut. Parce que toute guerre, vous savez, au bout du compte, absolument toute guerre, peu importe à quel point les gens peuvent se détester à un moment donné, toute guerre finit toujours par une table de négociation. Une sorte de trêve, une sorte de traité de paix doit être signé. Donc on veut, malgré tout, entretenir ces relations. Mais je pense que plus personne ne se fait d'illusions. Les États-Unis, ou plutôt, ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est tout ce système occidental, sont en substance incapables de respecter le moindre engagement, parce qu'ils prennent cet engagement afin d'obtenir une concession immédiate. Mais dès qu'il leur devient opportun de rompre leur engagement, ils le feront. Absolument. Je veux dire, c'est pas seulement « Oh, vous savez, si vous vous retirez d'Allemagne de l'Est, nous ne déplacerons pas l'OTAN d'un pouce vers l'Est. » Et puis, vous savez, ils se déplacent de 1400 km vers l'Est. Les accords de Minsk 1 avec la Russie, Minsk 2. Combien de fois ont-ils entamé des négociations, puis tué les négociateurs, leurs interlocuteurs? C'est en quelque sorte une tradition, parce que les États-Unis ont conclu, je crois, environ 400 traités avec les Amérindiens, vous savez, les gens qu'on continue d'appeler les Indiens. Et ils ont rompu chacun de ces traités. Donc ce système a une certaine nature. Il est perfide, totalement peu fiable, impitoyable, et il ne reconnaît que le langage de la force. Donc, au bout du compte, vous devez construire votre position stratégique par la force. Mais tout en faisant cela, vous continuerez quand même à leur parler. Vous y êtes obligé. C'est la nature même de ces conflits. Ils doivent bien finir un jour. Et je pense qu'à ce stade, personne ne se fait d'illusions sur l'utilité des pourparlers. Ils ne feront pas reculer les États-Unis. Ils n'amèneront personne dans cette alliance occidentale à respecter ses engagements. Mais malgré tout, il faut maintenir des relations diplomatiques, parce qu'il y aura des relations commerciales, des relations culturelles et sportives. Donc vous ne pouvez pas, disons que vous voudriez éviter de scinder le monde en blocs autarciques. Vous savez, comme la Corée du Nord pendant un temps, ou l'Albanie, qui avait complètement, vous savez, fermé ses frontières et n'avait pratiquement aucune relation diplomatique avec qui que ce soit.
Les gens n'avaient pas le droit de voyager. Tous les canaux de communication étaient coupés. En Albanie, vous ne pouviez pas regarder la télévision étrangère, vous ne pouviez pas avoir de passeport, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut probablement éviter cela. Les communications et les contacts vont donc continuer, et il faut les entretenir, au moins pour avoir le plus de compréhension et d'échange d'informations possible, sans s'attendre à ce que le conflit soit résolu par des moyens diplomatiques. Cela ne va probablement pas arriver.